Ok. Bien, bon après-midi à tous. J'espère que vous n'allez pas vous endormir avec la torpeur post-repas. Donc aujourd'hui, j'ai proposé pour cet événement un talk qui s'appelle le syndrome de la référence changeante peut-il s'appliquer à l'observateur en ethnobotanique. Vous inquiétez pas, je vais définir tous ces termes. C'est un peu une première pour moi puisque je suis biologiste, donc très loin des sciences humaines en principe. Donc c'est vraiment ma première intervention dans un cadre pluridisciplinaire orienté sciences humaines, donc j'espère que vous me pardonnerez les imprécisions de langage. En tout cas, on va parler de l'ethnobotanique, qui est un domaine un peu frontière entre beaucoup de disciplines. Et voilà, n'hésitez pas à rebondir après si vous avez des questions. Alors, pour une petite introduction, qu'est-ce que c'est que la discipline de l'ethnobotanique ? Alors déjà, si on analyse sémantiquement, très simplement, on peut se dire que c'est un mélange entre deux disciplines principales qui sont l'ethnologie, donc l'étude théorique des groupes et des sociétés humaines, et la botanique, qui est l'étude et la classification des plantes. Ces deux disciplines se mélangent dans l'ethnobotanique et se matérialisent sous la forme de l'étude des relations entre les sociétés humaines et les plantes, du coup. Alors ça, c'est une définition simple, simpliste. Pourquoi tu rigoles ? Mais ça n'a pas toujours été perçu comme ça, et dans l'historique déjà de création de la discipline de l'ethnobotanique, qui n'est pas si vieille que ça, on voit le terme ethnobotanique apparaître avec John William Archberger, qui en 1895 emploie le terme pour la première fois, désignant une discipline qui aurait pour but d'étudier dans des sociétés humaines primitives les usages économiques qu'il pourrait faire d'une plante, dans le but de les appliquer aux sociétés occidentales. Donc il y avait une démarche utilitaire, une démarche de recherche économique dans l'optique de la pratique de la discipline. Alors je ne vous donne pas tous les grands noms de la discipline parce qu'il y en aurait pour une conférence de 2 heures, mais je peux vous donner d'autres exemples de personnages. On a cette personne, Volney H. Jones, qui est plus un archéologue, qui du coup, dans la pratique de l'ethnobotanique, inclut les dimensions spirituelles et mythologiques du rapport aux plantes dans les cultures. Et donc là, il va s'agir de s'immerger dans des tribus, dans des ethnies, pour vraiment comprendre leurs relations et leur rapport à la plante sous des dimensions aussi bien mystiques que pratiques. Ensuite, Richard Ford, en 1978, étend la discipline à l'ensemble des sociétés humaines. C'est-à-dire que l'ethnobotanique ne s'applique plus seulement aux sociétés primitives et aux tribus qui ont encore un rapport à la nature, mais peuvent s'appliquer à l'ensemble des sociétés, y compris le monde occidental, et définir notre rapport aux plantes au sens très très large. Du côté de la France, il y a eu une évolution un peu parallèle de la discipline. J'ai oublié de mentionner Richard Evans Schultz, qui, du coup, aux États-Unis, contribue à vulgariser et à rendre accessible le concept même de l'ethnobotanique en 1979, avec la publication de son ouvrage Plants of the Gods, où il parle surtout des plantes aux propriétés hallucinogènes, ce qui a eu beaucoup de succès. Donc, c'est une époque où on a découvert toute la dimension du LSD, etc. Donc, ça a eu un grand succès grand public, et l'ethnobotanique était vulgarisée surtout sous ce prisme-là. En parallèle, en France, il y a plusieurs personnages dont on a retenu les noms dans l'histoire de l'ethnobotanique, dont André-Georges Audricourt, avec la publication en 1943 de L'homme et les plantes cultivées. C'est une personne qui a fait beaucoup en linguistique aussi, dans l'étude de la nomenclature des plantes, et qui ramène un peu la pratique de l'ethnobotanique dans les sociétés occidentales sous le prisme plutôt du folklore ou des usages agricoles. Roland Porter sera la première personne à fonder un laboratoire d'ethnobotanique en France en 1957, donc c'est une discipline qui s'implante assez récemment quand même dans le paysage des sciences en France. Et donc, ces différentes perceptions et cette évolution de la discipline, il y a aussi une évolution méthodologique qui l'accompagne. Donc, on est à la frontière des sciences humaines et sociales, et là, on peut inclure dans l'ethnobotanique beaucoup de dimensions qui vont de l'ethnologie à la philosophie, en passant par la linguistique, l'anthropologie, la sociologie. Ça mêle maintenant de plus en plus des sciences dures, donc la botanique, la physiologie, l'agronomie, la pharmacologie, et tout ça se combine dans cette discipline de l'ethnobotanique qui est un peu protéiforme et dont les acteurs vont changer finalement la définition des méthodologies, etc.
L'ethnobotanique, on considère souvent que c'est une sous-discipline de l'ethnobiologie, donc le rapport des sociétés humaines aux êtres vivants en général, et on peut décliner ça en ethnozoologie, en ethnomycologie, à toutes les disciplines qui étudieraient les êtres vivants selon leur spécificité. Donc quand on combine tout ça, on se rend compte qu'il y a des méthodologies et des approches qui sont extrêmement différentes en fonction de la provenance de l'observateur, de l'expérimentateur dans ces disciplines. On va aussi bien avoir des approches qualitatives sur les perspectives de sciences humaines, que des approches, via des enquêtes notamment, que des approches quantitatives d'inventaire très très strictes, d'aspects très très stricts, et des approches expérimentales dès que ça concerne la pharmacologie ou la compréhension de mécanistique de l'action d'une plante. Et donc quand on combine ces sciences humaines et sociales et ces sciences dures, on a carrément des sous-disciplines de l'ethnobotanique. On va avoir de l'archéobotanique, donc l'étude des usages passés des plantes sur des vestiges archéologiques. On va avoir de l'ethnolinguistique, de l'ethnopharmacologie, de la zoopharmacognosie même, donc une discipline qui étudie les usages des plantes par les animaux. On redécouvre que certains animaux sont capables de se soigner avec les plantes, que les grands singes sont capables de choisir les plantes qu'ils utilisent pour traiter certaines médecines. Donc ça fait vraiment une méthodologie qui a plusieurs facettes et qui est du coup difficile à appréhender dans ces méthodologies, et dans laquelle il va y avoir beaucoup de biais liés aux expériences. Donc nous, notre entreprise Benefit au sein de PS Institut place particulièrement sur le domaine de l'ethnopharmacologie, donc l'étude médicinale des plantes dans les cultures humaines, et en l'occurrence dans l'histoire du bassin rhénan. Alors, un autre concept que je voulais amener et soumettre à votre réflexion aujourd'hui, c'est le concept le syndrome de la référence changeante. Donc un terme qui est apparu en 1969 avec un urbaniste, Jan McHarg, qui a publié un ouvrage, Design with Nature. Donc un concept d'abord appliqué à l'urbanisme, au fait que notre perception de notre environnement change au fil du temps, qui ensuite a été popularisé un peu par Daniel Pauly, donc, qui est un biologiste d'origine française, qui a appliqué ce concept à la pêche. Un concept qui ensuite s'est popularisé aux États-Unis, notamment via Randy Olson et des grosses opérations médiatiques comme le Shifting Baseline Ocean Media Project, qui créa des productions vidéo pour sensibiliser au changement de notre environnement. Et plus récemment, en 2012, il y a un ouvrage de Philippe Dubois qui est paru, appelé La Grande Amnésie écologique, qui a amené un peu cette notion de référence changeante. Alors, qu'est-ce que c'est la référence changeante ? C'est assez simple. Le constat, c'est qu'en 2019, ce qu'on observe dans un océan, par exemple, ça va être quelques poissons et beaucoup de sachets plastiques. Peut-être qu'en 1800, c'était pas du tout comme ça, et qu'on avait une diversité incroyable. Et donc, le syndrome de la référence changeante, c'est le fait que sur des générations, les états d'abondance des populations d'êtres vivants vont changer. Donc, sur ce graphique, je ne sais pas si... Voilà, il y a le petit... Donc, imaginez la génération 1 de chercheurs qui étudient la pêche. Au fil de leur vie, le stock de poissons va passer de cette quantité-là à cette quantité-là. Et donc, au cours de leur vie, ils vont voir un déclin d'une certaine quantité de poissons. À la génération 2, on part d'une observation de cette quantité de poissons à cette quantité de poissons, et donc le déclin perçu de cette génération va être beaucoup plus faible que le déclin de la génération précédente, et ainsi de suite. Ce qui, vous le reconnaîtrez, crée un certain biais. Alors, si on s'intéresse encore plus loin, qu'on va un peu plus loin dans le problème et qu'on essaye de quantifier un peu ce qui se passe, ici vous avez plusieurs graphiques. Donc sur ce graphique est représenté les années à partir desquelles on commence à quantifier l'abondance, à suivre les populations d'oiseaux, de mammifères, d'insectes, de plantes, etc. Donc pour la plupart, on commence en 1990 à vraiment créer des relevés précis, documentés, de la biodiversité, alors que la révolution industrielle a commencé bien avant, et donc on s'imagine que la référence initiale, elle va être biaisée quelque part. Sur le deuxième graphique, ici, vous voyez qu'en fonction de l'âge, on essaye de quantifier le rapport à la nature, donc en demandant aux gens à quelle fréquence ils ont un contact avec la nature. Et donc on voit que les populations plus âgées ont globalement un contact plus fréquent quotidien à la nature.
que les jeunes générations. Et sur ce troisième graphique, vous avez une quantification de la proportion d'enseignement en histoire naturelle, etc., à travers le temps, en biologie, dans les populations sondées. Et donc vous voyez qu'il y a de moins en moins d'études de biologie, etc. Donc ces phénomènes se combinent un peu, et vous commencez à percevoir le problème. Ici, une autre enquête montre la perception de la qualité de l'eau et de la quantité d'eau disponible dans les populations sondées. Donc vous voyez que chez des jeunes personnes, il y a beaucoup plus de gens qui ne perçoivent pas un changement dans la qualité de l'eau ou dans la quantité d'eau disponible que dans les générations plus vieilles. Et pareil, sur la perception du changement climatique, les sondés au-dessus de 65 ans ont la sensation de percevoir plus de changements que des jeunes personnes. Donc il y a vraiment un problème de référentiel. Et du coup, ce déclin perçu de la dégradation de l'environnement, qui par ailleurs est démontré et est réel, varie en fonction de l'âge et en fonction des référentiels choisis. Donc c'est ça qu'on appelle la référence changeante, ou l'amnésie écologique, comme ce qu'on a traduit en français. En anglais, ça s'appelle shifting baseline. Et les conséquences de ça, c'est que, au fil des générations et au fil du changement de contexte des observateurs, il va y avoir une tolérance accrue pour la dégradation de l'environnement. En fait, l'état de base, ce sera un environnement dégradé et on percevra de moins en moins la dégradation qui a lieu. Et donc, ce sera de moins en moins grave et on va de moins en moins s'impliquer dans des actions de changement de cette tendance. Voilà. Donc, les connaissances étant fluctuantes sur ces sujets-là, et comme on s'intéresse à l'ethnobotanique qui a pour objet la plante, on peut s'interroger, est-ce que le syndrome de la référence changeante, c'est aussi un problème pour l'ethnobotanique, et est-ce que les informateurs en ethnobotanique sont aussi biaisés par ce changement de perception de l'état des plantes sauvages ? Donc je vous ai mis une citation d'un article que je trouve pertinente, ça paraît tout à fait logique mentionné comme ça, mais alors que des changements se produisent dans des conditions sociales, économiques et environnementales dans des locations données, il est attendu que les savoirs des populations locales changent également au fil des générations. Et ça paraît tout à fait trivial, et certaines études se sont penchées un peu sur une étude de contexte pour voir si c'était le cas ou non. Ici, on a par exemple une enquête sur 84 publications scientifiques du coup d'ethnobotanique où ils essayent de voir si il y a perception dans les populations, s'il y a un déclin perçu des connaissances autour de l'ethnobotanique ou pas. Donc dans 54% des études, ils trouvent un indice comme quoi il y a effectivement un déclin des connaissances. Dans 37% des études, ils n'ont pas l'impression qu'il y en a. Dans 7%, il y en a qui déclarent qu'il n'y en a pas du tout entre les générations. Mais voilà. Donc une petite majorité quand même des études montrent qu'il y a une perte de mémoire et d'information dans les populations au sujet des usages des plantes. Du coup, c'est intéressant comme information parce que ça montre que l'ethnobotanique, c'est pas seulement un rapport entre un enquêteur et une communauté d'informateurs. Ces informateurs sont eux-mêmes biaisés donc par leur environnement social et, en l'occurrence pour la botanique, par leur environnement écologique, puisqu'ils vont être entourés de changements de végétation et de paysage, et par conséquent, leurs usages de leur environnement va changer aussi en fonction de la disponibilité des plantes. Donc, il faudrait, pour l'enquêteur en ethnobotanique, prendre en compte l'accommodation de ces peuples au changement-là et prendre en compte ce biais. Les changements culturels sont à prendre en compte aussi. Donc, certaines études évoquent une érosion culturelle, une perte des savoirs, une acculturation liée à la modernisation. Faut faire attention à ça parce que quand on dit que voilà, il y a une différence de données entre des informateurs qui ont 70 ans et des informateurs qui ont 20 ans, est-ce que c'est pas aussi que les gens de 70 ans ont plus eu le temps de développer des connaissances sur le sujet par rapport à ceux de 20 ans? Donc tous ces biais-là sont intéressants à inclure dans une observation en ethnobotanique. Et en quoi ça nous intéresse, nous, du point de vue de l'ethnopharmacologie? C'est que si on essaye de représenter un peu, donc je vous représente dans un volume bleu comme ça, l'arsenal thérapeutique, donc le nombre de plantes qu'on a dans une pharmacopée traditionnelle donnée à un temps donné. Il se peut très bien qu'on introduise un nouvel usage dans la pharmacopée à un moment T de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'on découvre une nouvelle espèce, parce que
quelqu'un arrive et fonde une nouvelle école et un nouveau prisme de pensée en médecine, ou déforme une mention d'usage, ou juste décide d'expérimenter quelque chose. Et donc notre arsenal s'agrandit tout d'un coup parce qu'on a changé de cadre de lecture sociale. De la même façon, il peut y avoir des pertes d'usage. Pourquoi ? Parce que la plante a disparu, parce qu'on ne la trouve plus disponible, parce qu'on a trouvé une alternative plus efficace, ou alors parce qu'on a carrément oublié les usages et qu'on ne transmet plus les usages. Donc ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'entreprise, c'est vraiment de comprendre non seulement qu'est-ce qui s'utilise dans la pharmacopée traditionnelle, mais aussi pourquoi est-ce que les usages apparaissent et disparaissent au fil du temps. Donc on a plusieurs propositions actuellement qu'on explore, et on voit un intérêt à utiliser des approches systémiques au sens de vraiment plus global de l'ethnobotanique, avec une recontextualisation réelle des données qu'on peut obtenir des informateurs. Aussi, on aimerait souligner l'importance de ne pas se défaire des aspects historiques du coup de cette discipline, et c'est ce que je vais essayer de faire dans mon projet de recherche en créant un atlas d'usage vraiment historique, avec une progression dans le temps des usages de plantes. Une des propositions qu'on fait, c'est aussi de fédérer des acteurs pluridisciplinaires sur cette question, pourquoi pas en créant un réseau d'observateurs en ethnobotanique qui nous permettent justement d'avoir ce recul critique et cette approche systémique de la question de l'ethnobotanique. Et aussi de développer pour les sondés des nouveaux outils d'enquête pour avancer sur la question. On pourrait citer plein d'idées et discuter, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. En conclusion, du coup, en ethnobotanique, l'observateur, il est déjà orienté par les méthodologies de sa discipline et parfois biaisé de fait par son appartenance. L'objet d'étude, les informateurs et le système de vie, de pensée changent à travers le temps. C'est vrai aussi pour l'environnement dans lequel on étudie ça. Donc c'est vraiment important de considérer le référentiel d'une étude, même en ethnobotanique. Et cette discipline-là, l'intérêt d'y apporter une dimension plus systémique, ce serait aussi de changer les perceptions des gens sur leur environnement concret. On a vu que le syndrome de la référence changeante empêchait les gens de se rendre compte de l'état de la situation. Eh bien, le fait de chercher et de sensibiliser à ce sujet-là, ça permettrait aussi de transformer sociétalement la perception des gens et d'avoir des actions plus concrètes. Voilà. Donc c'est vraiment des questions qui ont un fort impact potentiellement culturel et environnemental, et ce serait une discipline qui aurait tout intérêt à évoluer pour inclure plus les citoyens et vraiment avoir une action concrète sur la société et sur la conservation, la volonté de conservation à l'environnement. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, est-ce qu'il y a des questions de précision concernant cette intervention ? S'il n'y a pas de questions de précision, c'était très clair. Oui. Moi, j'en ai une, c'est une question de linguiste, évidemment. Qu'est-ce qui a été prévu par vous pour les plantes qui auraient éventuellement changé de nom, et la certitude concernant le fait que ce soit une autre, la même ? Sachant que si on parle du bassin rhénan, on est sur de l'alémanique, que ce soit l'alsacien dans la partie française, ou par exemple le suisse alémanique si on parle de la partie suisse, avec en plus une variabilité interne au dialecte, qui fait que parfois une même plante va avoir probablement plusieurs noms, voire une poignée, une dizaine de noms. Comment vous faites pour ça ? Voilà. C'est une excellente question. Déjà, le premier travail, en fait, quand on étudie une plante particulière et qu'elle est déjà mentionnée, c'est de lister l'intégralité possible de ces noms. Donc, à partir de la nomenclature linéenne, on a moins de problèmes parce que la nomenclature binomiale est suivie et recensée, etc. Donc, globalement, à partir du XVIIe siècle, ça va mieux, on arrive à trouver des noms scientifiques. Mais quand on s'intéresse à des sources citoyennes, paysannes, voilà, on va avoir des noms communs, et effectivement il y a des listes de noms communs pour lesquels on n'est pas sûr que ce soit la bonne plante. Donc là il faut essayer de trouver la bonne la description botanique
peut-être, qui va avec le nom. Et il faut essayer de voir si la définition botanique, la description botanique est suffisamment précise pour qu'on puisse associer à une espèce avec certitude. Et donc, toutes celles qui ne sont pas sûres vont être écartées, du coup. Voilà. Mais il y a toujours ce risque, oui, de ne pas associer à la bonne plante. Parfois, il y a des illustrations aussi qui peuvent nous aider à identifier la plante. Et quand ce n'est pas suffisamment précis, ce qui est le cas pendant une grande partie du Moyen-Âge, par exemple, où on ne sait pas trop ce qu'il voulait représenter, mais bon, on essaye Et bien là aussi, il faut rester humble et dire que on ne sait pas, c'est peut-être celle-ci, peut-être pas. La seule éventuellement généralité qu'on peut avoir, c'est d'associer les mentions à une certaine famille de plantes. Ça, c'est un peu plus facile, et comme dans certaines familles, il y a certains types de composés, etc., ça peut nous orienter quand même sur des groupes de molécules ou des groupes d'usage par groupe de plantes. Voilà. Alors moi, bonjour, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est une question de précision, s'il faut la poser après ou maintenant. Hein. Allez-y. Ok. Donc, moi, je suis Richard Solti, directeur de Récif et chercheur associé en sciences de l'éducation à Strasbourg. D'abord, merci parce que ça m'a fait découvrir un attelage nouveau, ethno quelque chose. Alors, on est friand aussi en sciences de l'éducation des attelages, donc c'est très intéressant, merci. Alors, j'ai une question peut-être sur le processus de recherche, c'est-à-dire vous parlez de ce syndrome, une espèce de cécité, c'est-à-dire qu'on ne voit plus ce qui s'est passé avant. Et ma question, c'est est-ce que c'est dans la population générale, mais est-ce que ça touche aussi les chercheurs ? C'est-à-dire que, est-ce que pour le coup, cette cécité de la population générale, elle oriente la recherche en se disant, on ne va pas s'appuyer sur la littérature récente quand même, parce que fin du 19e, alors ça fait quelques temps, mais enfin, c'est pas si loin que ça, donc on ne s'appuie plus sur la littérature, et puis finalement, on va coller aux réalités modernes, quoi. Oui. C'est une grande... Alors déjà, c'est sûr que les chercheurs sont biaisés aussi, parce que moi, étant né il n'y a pas si longtemps que ça, je n'ai pas le même état de la biodiversité que mes grands-parents, par exemple. Je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas senti, etc. Donc je suis biaisée de base et je vois moins que les générations d'avant, ça c'est sûr. C'est pas beaucoup fait, le fait d'aller voir comment c'était encore avant, parce qu'on n'a pas de données, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a plein de choses. Mais par contre, on n'a pas conscience d'avoir ce biais forcément si on n'a pas intégré le concept et le syndrome de la référence changeante. Donc en fait, on a toujours le risque de minimiser le problème si on n'a pas conscientisé que potentiellement avant c'était pire que ça. Voilà. Donc je pense que c'est important de le garder en tête. On ne pourra pas forcément le résoudre, de fait. Quand on n'a pas de données, on n'a pas de données. Mais on peut essayer d'aller en chercher, on peut essayer de faire des parallèles et on peut essayer de travailler aussi entre disciplines aussi pour avoir des sources historiques pour éventuellement comparer des populations. Et ça, c'est de plus en plus pris en compte dans des études de botanique. Par exemple, il y a des gens maintenant qui vont essayer de comparer dans des herbiers si y a eu telle occurrence, tel prélèvement dans un herbier. Donc rien à voir avec le schmilblick, mais on va aller voir des herbiers, on va voir s'il y a eu tant de prélèvements par je ne sais pas qui dans plusieurs zones géographiques, savoir si vraiment la plante existait à cet endroit-là, savoir... voilà. Donc, oui, on est biaisé, c'est un problème, il faut en prendre conscience, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Ouais.